Bonsoir à tous et merci d'être venus nombreux pour entendre la parole de l'espace. Donc on va faire dans un premier temps un voyage spatial tous les deux, enfin vous et moi, j'appelle ça tous les deux, et avec une fusée russe et avec une fusée américaine. Et après on parlera de la station spatiale, du futur et du management. Donc la première mission que j'ai faite était une mission que j'ai faite en 1992 avec les Russes dans cette fusée qu'on appelle Soyouz, Semurka. C'est cette fusée qui a fait décoller le premier Spoutnik en 57, Gagarine en 61, moi-même en 92, Thomas Pesquet en 99. Et aujourd'hui, c'est elle qui fait décoller tous les astronautes du monde entier, qu'ils soient russes, américains, canadiens, japonais, européens, sauf une nation, les Chinois. Les taïkonautes ont leur propre fusée. Alors c'est une fusée qui est assez solide, vous voyez, elle est à l'horizontale, elle arrive sur le pas de tir à l'horizontale, et on va la monter à la verticale pour le décollage. Si vous faites ça avec une fusée classique du type Ariane, elle casserait pendant cette rotation. Donc c'est pour vous montrer que le système russe est quand même assez solide. Au décollage, tous ces moteurs que vous voyez ici vont s'allumer, donc 1, 2, 3, 4, 5 x 4, 20 moteurs, oui, ici, qui sont des moteurs classiques à kérosène et oxygène. C'est pas une très grosse poussée, mais ça fonctionne bien. Et les Russes s'en servent toujours. Donc vous voyez, la fusée est à l'horizontale. Elle va monter, elle va se mettre sur le pas de tir, elle va monter à la verticale. Et dans cette photo, vous voyez un élément qui nous est extrêmement important, c'est la tour d'éjection. Vous voyez la tour d'éjection ici. Cette tour d'éjection, c'est une deuxième fusée sur la fusée. C'est une fusée kangourou, ici. Ce qui fait que lorsque vous êtes au décollage, si vous avez un problème, une explosion, le feu ou quoi que ce soit, cette tour vous éjecte, coupe le vaisseau au niveau des carrés qui sont ici et élève les astronautes avec leur capsule à 10 km et ils vont se poser à l'extérieur de la boule de feu avec le parachute. Ça a fonctionné une fois au décollage, le feu s'est mis en marche, enfin la fusée a pris feu, disons, donc les ingénieurs ont appuyé sur les deux boutons, ont éjecté la capsule. Deuxième fois à Mach 25, donc à 25 000 km à l'heure, la fusée est partie en vrille. Ça a également sauvé les astronautes. Et récemment, c'est-à-dire au mois de octobre l'année dernière, reproblème au décollage et la fusée a éjecté les astronautes. Donc 3 fois, ça a fonctionné de façon parfaite. Donc la fusée, elle est maintenant à la verticale, prête à décoller. Vous la voyez sur le pas de tir. C'est le même pas de tir que celui de Gagarine en 61. Donc vous voyez, on utilise toujours les mêmes choses. Et en dessous, vous avez un carnot pour, alors pas celle-là, mais voilà, le carnot, ce que vous voyez ici, pour que les gaz chauds puissent s'évacuer. Vous voyez, le carnot c'est ici, et les gaz chauds vont s'évacuer pour éviter que la fusée se déstabilise au décollage. Ça, c'est mon équipage russe quand j'ai volé en 92. Donc, un russe, un autre russe au-dessus de moi et moi au milieu. On monte dans la fusée par un ascenseur extrêmement petit, donc il faut s'habituer à ce qui est petit. Donc on commence à rentrer dans cette petite ascenseur, grand comme un appartement, enfin comme un ascenseur d'appartement haussmannien à Paris. Donc on monte à 1 ou 2 personnes, avec le scaphandre c'est assez compliqué. Vous montez en haut de la fusée, et une fois que vous êtes arrivé en haut, vous rampez dans un petit tunnel, et vous redescendez dans la fusée, dans la capsule, pour vous asseoir dans une condition qui est la suivante. Vous voyez, vous asseyez à 3 de front. Imaginez-vous que vous êtes dans une Fiat 500 à 3 de front en scaphandre. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas le premier jour où vous êtes avec l'équipage. 2 ans auparavant, vous êtes avec le même équipage et vous vous entraînez régulièrement. Au départ, toutes les semaines, puis 2 fois par semaine, des séances au simulateur qui vont faire 4 heures, puis 8 heures. Donc on transpire ensemble, on se connaît. Et nos actions dans le simulateur, c'est un peu une chorégraphie. Il faut savoir que on reste 2 ans à s'entraîner avant la mission réelle. Il n'y a pas, comme sur un avion, des simulateurs, puis des vols réguliers, comme sur un pilote d'avion, d'Airbus, ou etc. Il faut attendre, donc il faut simuler le maximum de panne, maximum d'action vitale, avant de faire cette mission-là. Donc, c'est très petit, et vous voyez les cosmonautes qui sont en scaphandre. Pourquoi ? Parce que dès que vous arrivez dans l'espace, vous êtes dans le vide sidéral, la pression extérieure est à 0, et si vous êtes sans scaphandre à l'extérieur, le sang va rentrer en ébullition en 2 minutes, ce qui est mauvais. N'essayez pas à la maison ce soir, je vous recommande pas. On essaye avec des animaux, ça ne marche pas. Donc on a un scaphandre, on a eu des accidents chez les Russes et chez les Américains, et depuis,
tous les astronautes russes et américains décollent en scaphandre. Et des taïkonautes chinois ont également un scaphandre pour le décollage. Donc, dans cette photo, vous avez le siège qui nous sert à décoller. Donc, c'est petit et vous avez les genoux sur le menton. C'est normal parce que la capsule est vraiment très, très petite. Et dans cette photo-là, vous avez le scaphandre qui est gonflé, pressurisé, comme on dit, à 0,4 atmosphère d'oxygène. Ça vous donne le refroidissement, l'oxygène qui est nécessaire pour respirer, et également la pressurisation du corps en cas de coup sur la capsule qui ferait une fuite sur la capsule. Donc on décolle dans cette position-là. Dans ce siège, vous avez un siège en métal assez solide, et vous allez comprendre pourquoi le siège est solide quand vous allez voir l'atterrissage. Donc le décollage se fait. Ce qui est après assez surprenant, et ce que vous lisez est vrai, 9 minutes, il vous faut 9 minutes pour décoller, vous montez, décoller, et arriver dans l'espace pour tourner autour de la Terre à 28 000 km à l'heure. Ça va très vite. 28 000 à l'heure, ça va très très vite. On n'est pas habitué à ces vitesses-là. En Airbus, on est à 900 à l'heure. Moi, j'étais pilote sur Mirage, j'étais à Mach 2, donc 2000 à l'heure. J'ai réussi à faire un vol avec les Russes à Mach 2,5, donc c'était des vitesses quand même raisonnables. Là, c'est 28 000 à l'heure, ça va assez vite. Pour vous donner un exemple, à l'époque, quand j'étais dans l'espace, juste avant, j'avais été pilote d'essai à Caso, et je voulais faire une photo de la dune du Pilat. Donc je me mets dans la station spatiale, je prends les appareils photo, je me mets sur la dune du Pilat. Le temps que je fasse la photo, j'étais en Italie. L'orbite d'après, je me suis mis à New York, et des États-Unis, j'ai visé la France, puis Bordeaux, pour faire une photo avant, pendant et après. Ça va extrêmement vite. Le passage sur la France, c'est à peu près 1 minute. Donc là, vous décolle, 9 minutes après, vous êtes dans l'espace, et vous allez mettre 2 jours avec le vaisseau Soyouz, tout seul, la fusée est tombée derrière vous, et le vaisseau va remonter son altitude et se rapprocher de la vitesse pour réussir cette manœuvre qui est assez compliquée. Il faut que le Soyouz s'arrime avec la station. Les deux sont à 28 000 à l'heure. Imaginez-vous, vous êtes sur l'autoroute à 200 à l'heure, ce qui est interdit, et vous essayez d'arriver derrière une voiture, tout doucement, à 200 à l'heure, sans la cogner très vite. Et bien, c'est ce que nous faisons. Nous arrivons avec une vitesse de 30 cm par seconde. Il ne faut pas arriver trop lentement, sinon on s'en clique pas. Il ne faut pas arriver trop vite, sinon on fait un gros choc sur la station et c'est mauvais. Donc, il faut arriver à faire ces manœuvres que l'on répète au simulateur, qui sont faites par des ordinateurs de bord, mais en backup, c'est l'être humain. Le commandant de bord que vous avez vu au milieu a ses commandes de vol pour faire les commandes d'arrimage et de rendez-vous au cas où tous les systèmes automatiques ne fonctionnent pas. Donc dans le vaisseau, vous avez, alors je reviens en arrière, pardon, la partie arrière qui est le compartiment moteur, la partie milieu où nous sommes, et ça c'est le compartiment orbital avec un radar, un deuxième radar, le mât d'arrimage, un périscope et le deuxième périscope ici. Je remonte ici, donc le mât d'arrimage, périscope, deuxième périscope, le compartiment moteur. Nous sommes ici au milieu et c'est le compartiment orbital. Nous rentrons qu'avec la partie du milieu qui est la capsule à proprement dit. On arrive dans la station. Ça, c'est la station Mir dans laquelle j'ai volé, qui n'existe plus. Cette station a décollé de 86, elle a volé jusqu'à 95 ou 99 à peu près. Et une fois qu'elle a fini, une fois qu'elle a terminé son temps, on l'a déorbitée, elle est rentrée dans l'atmosphère, elle a brûlé, elle s'est détruite dans l'atmosphère. Et donc, on en a fait une autre qui s'appelle la Station spatiale internationale. Donc, on rentre dans la station, on fait l'arrimage, et là, on a fait du travail scientifique. Là, vous voyez l'as de cœur au milieu. Cet as de cœur ici, qui est un échographe. Donc, rappelez-vous, en 92, une station échographie, c'était une grande armoire de 2 mètres de haut. On l'avait compactée au maximum pour qu'elle soit vraiment, pour qu'elle puisse rentrer dans la porte du Soyouz. Et tous les jours, on a fait des mesures échographiques. Qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez dans l'espace? Eh bien, au bout de 6 heures, tous les liquides partent des pieds pour monter vers la tête. Donc, très rapidement, les jambes deviennent comme des jambes de poulet. La tête enfle, au sens figuré, enfin au sens propre, au sens figuré. Hein. La tête enfle un petit peu. Et donc, vous avez une répartition du liquide et du sang qui est inhabituelle. Et le cœur vous laisse une journée pour faire votre choix. Et au bout d'une journée, le cœur va se remodeler, tout seul va se réadapter pour reprendre la forme idéale pour cette nouvelle répartition du sang. Donc,
le cœur va changer, les pulsations vont changer, la pression artérielle va changer, le taux d'hématocrit va changer, vos analyses de sang vont également changer. Tout change automatiquement. On n'appuie pas sur un bouton, c'est automatique et ce changement se fait progressivement. Donc nous, ce qu'on voulait voir avec l'échographe, c'est comment le cœur changeait. Et donc on a fait les 4 cavités du cœur et des mesures échographiques tous les jours pour savoir cette adaptation du cœur dans l'espace. Donc là, on travaille avec l'échographe et le pantalon que vous voyez sur l'astronaute qui est à gauche, qui est un pantalon Chibis, qu'est-ce qu'il fait? Il va permettre, avant de rentrer au sol, de s'habituer à cette pression sanguine qui va redescendre vers les pieds. Donc, on met un pantalon qu'on serre à la ceinture, on augmente la pression, la dépression dans le pantalon, le sang va redescendre de la tête vers les pieds, et ça vous permet, quand vous vous posez, de vous réhabituer aux conditions terrestres et d'éviter une syncope qui serait vraiment fâcheuse après l'atterrissage. Là, on l'a couplé sur la photo de droite avec la partie Doppler qui est sur l'échographie. Là, vous avez une deuxième volet d'expérience qui est le neurosensoriel, l'équilibre postural lorsque vous êtes dans l'espace. Et au bout d'un vol de 15 jours, donc un vol court, on rentre de l'espace dans le sol, donc on quitte la station spatiale, on freine le vaisseau lorsqu'on passe au sud de l'Amérique du Sud, vers Buenos Aires, et le vaisseau va redescendre tout doucement vers l'atmosphère. Il va toucher l'atmosphère progressivement lorsqu'on est au Centrafrique. La température à l'extérieur va monter à 2000 degrés. On va transformer la vitesse des 28 000 km à l'heure en température. Et le vaisseau va incliner tout doucement sa trajectoire pour tomber à la verticale. Là, il est à Mach 3, au-dessus du Kazakhstan. Le Kazakhstan, c'est une grande steppe qui fait 400 par 400 km. On ne risque pas de tomber sur un clocher. Et lorsque vous arrivez à 10 km, on ouvre les parachutes. Un parachute petit, puis un moyen, puis un grand. Ça, c'est le dernier que vous voyez ici, qui fait 1000 mètres carrés. La capsule, c'est la partie du milieu que vous voyez ici. Nous sommes tous les trois à l'intérieur. On descend tout doucement, comme ça. Et lorsqu'on arrive à 1 mètre du sol, il y a 6 fusées d'atterrissage doux qui vont s'allumer. Les Russes appellent ça atterrissage doux. Atterrissage doux, ça veut dire que vous allez prendre 15 G à l'atterrissage. Sur un temps très court, c'est moins d'une seconde, mais c'est quand même 15 G. Donc rappelez-vous, quand j'ai montré le siège en métal au départ, c'est un siège solide parce qu'il faut que le siège encaisse les 15 G et vous protège avec le logement bleu pour que votre dos soit quand même relativement intact après l'atterrissage. Donc on arrive. Si théoriquement il n'y a pas de vent, vous posez pile à la verticale, les fusées s'allument, ça fait atterrissage doux 15 G. S'il y a du vent, un tout petit peu de vent, eh bien c'est le cas de mon atterrissage. Le vaisseau va se mettre à balancer et vous allez allumer les moteurs lorsque vous serez en limite de balancement. Et là, vous allez prendre 15 G latéralement. C'est ce que Thomas Pesquet dit dans son atterrissage. On a l'impression de faire un tonneau sur l'autoroute. Moi, j'ai jamais fait de tonneau sur l'autoroute, mais j'imagine que c'est bien réaliste. Donc, le vaisseau Soyouz que vous voyez ici, c'est le mien. Il a brûlé parce que la température de peau est montée à 2000 degrés. À l'intérieur, rassurez-vous, la température est correcte, sinon je ne serais pas là pour vous parler. Et les Kazakhs viennent nous rejoindre avec leurs petits chevaux. Cette photo vous montre environ 50 000 ans de transport. Et rappelez-vous que chaque fois qu'on a inventé un moyen de transport, il n'y a jamais eu de régression. Même lorsqu'on a inventé l'avion il y a un siècle, on ne savait pas quoi en faire. Aujourd'hui, nous avons 100 000 vols au-dessus de la Terre tous les jours. Et dans 10 ans, on en aura 200 000. Donc, atterrissage fait à Baïkonour. C'était la mission russe. Donc, vous avez compris à peu près ce qu'était un vol russe. Je pars aux États-Unis en 95 pour faire ensuite une mission avec les Américains. Et dans cette mission, il y avait une particularité. C'était une mission première. C'était pas la première fois qu'un Français décollait, mais c'est la première fois qu'une femme était commandant de bord. Cette femme ici, Aline Collins, que vous voyez sur la gauche, était la première femme pilote de chasse, pilote d'essai des États-Unis et commandant de bord d'une navette spatiale. Donc une mission assez importante pour les Américains. Et le but de la mission était cette fois-ci de lancer un télescope que vous voyez ici, en modèle réduit, qu'on appelle Chandra, et qui va récupérer les rayons X qui viennent des trous noirs ou des étoiles à neutrons. Donc, scaphandre orange pour les Américains, scaphandre blanc pour les Russes, comme ça on est tous les deux protégés. On est donc prêt à décoller devant la navette Columbia que vous voyez ici. Elle est sur le pas de tir à Cap Canaveral, donc on décolle de Floride, bien sûr. Et là, je vais vous montrer la séquence de la dernière minute avant le décollage, puis le décollage sur les 2 premières minutes, pour que vous voyez un peu les vérifications qui sont faites.
tous les ingénieurs dans de la salle de contrôle donnent leur feu vert pour que leur système soit validé pour autoriser le décollage. S'il y a un feu rouge, on ne décolle pas, bien sûr. T-minus 60 seconds and counting. We are transferring to orbiter internal power at this time. Discovery is now running off its 3 onboard fuel cells. Space station paving the way for future missions beyond. Solid rocket booster separation confirmed. Guidance now converging. Discovery's onboard computers commanding the main engine nozzles to swivel, aiming the shuttle for its precise target in space for main engine cutoff. Donc un décollage différent du Soyouz parce que la navette spatiale, c'est une fusée au décollage, une mini-station spatiale en orbite et un planeur hypersonique lorsqu'on rentre au sol. Donc c'est vraiment un élément extrêmement intéressant. Au décollage, vous avez vu les vérifications qui sont faites avant le décollage. Donc on vérifie tous les systèmes, on vérifie que tout est bon. S'il y a une panne avant le décollage, même une seconde avant le décollage, la séquence est arrêtée. C'est ce qui m'est arrivé à mon premier décollage. Donc moi j'ai fait 3 tentatives et j'ai décollé à la 3e fois. On a une panne à 7 secondes. Les moteurs s'allument à 6 secondes. Les moteurs cryogéniques s'allument, donc c'est hydrogène et oxygène. Donc c'est une poussée qui est supérieure, une impulsion spécifique qui est supérieure au moteur à kérosène des Russes, bien sûr. Et une fois que les 6 secondes ont permis de vérifier que ces moteurs cryogéniques fonctionnent bien, on allume les 2 boosters à poudre. Donc la poussée est assez importante. Vous avez 3500 tonnes de poussée pour un poids de fusée qui fait 2000 tonnes. Donc vous avez, quand il vous annonce décollage, 3, 2, 1, top, c'est poum, vous partez vraiment assez fort. Vous avez 3G au décollage. Alors que les Russes, ça monte progressivement pour avoir 4G. Donc il y a 4 fois votre poids. Si vous faites 80 kg, vous allez peser 320 kg pendant le décollage, pendant 9 minutes, alors que chez les Américains, on limite à 3G pour éviter de compresser et de déformer la navette qui aurait après des problèmes pour rentrer, pour se poser comme un avion. La fusée est tellement puissante que c'est la seule fusée au monde, et ça je vous le dis, c'est la seule fusée au monde qui décolle, et 30 secondes après le décollage, on réduit les moteurs au ralenti. Elle a tellement de poussée et qu'on n'arrive pas à contrôler la poussée des moteurs à poudre, qui sont des moteurs à poussée constante, qu'on est obligé de jouer sur la poussée des moteurs cryogéniques. Et lorsqu'on arrive à 1 minute 30, c'est quand l'astronaute a dit « go à throttle up », ça veut dire que là, on peut mettre plein gaz, parce qu'on a dépassé la bosse de Qmax, qui est la densité de l'air maximale associée à la vitesse maximale. Donc là, on ne peut plus risquer le fluage de la cellule de la navette. Et on arrive jusqu'à 2 minutes. Au bout de 2 minutes, on largue les 2 boosters à poudre que vous avez vu qui tombent à l'extérieur. Ils vont tomber en parachute dans l'eau. On va les chercher en bateau. On les ramène à Cap Canaveral. On les démonte, on les nettoie, on les récupère pour le prochain vol. Donc on récupère les boosters à poudre, la navette, les moteurs cryogéniques, les astronautes bien sûr. On perd uniquement le gros réservoir extérieur que vous voyez ici. Ce gros réservoir, lui, on va le garder avec nous pendant les 9 minutes. Le temps d'arriver en orbite, c'est 9 minutes. On va le laisser à Mach 25, donc il va rentrer dans l'atmosphère avec une vitesse assez importante, et donc il va brûler dans l'atmosphère. Donc on remplace ce réservoir extérieur, hydrogène-oxygène, après chaque vol.
Une fois qu'on est arrivé, on ouvre les portes de la navette. C'est comme un camion, pratiquement. On ouvre les portes du camion, qui est une navette spatiale, pour voir que le télescope est en entier. Donc, c'était un télescope qui a mis 30 ans à être développé par la NASA, qui valait assez cher. Donc, la mission prioritaire, c'était le lancement de ce télescope. Donc, on a commencé la checklist à minuit et on a lancé le télescope à 7 heures du matin. Il est toujours en orbite. Il s'appelle Chandra. Si vous allez sur Internet, vous trouvez des images de Chandra qui voient les trous noirs, les étoiles à neutrons et tous les phénomènes stellaires assez importants qui dégagent des rayons X. Ensuite, on travaille sur des expériences secondaires. Là, ce sont des séparations de cellules en apesanteur, qui sont conservées dans le froid au décollage. Cady Coleman travaille sur les plantes. Comment les plantes ont du stress? Est-ce que les plantes peuvent pousser dans l'espace? Eh bien oui, aujourd'hui nous avons des jardins potagers dans l'espace, ce qui va nous permettre d'aller plus loin quand nous irons sur la Lune ou sur Mars. On pourra faire nos propres salades et nos propres aliments, et ça c'est vraiment très important pour essayer de vivre à l'extérieur, mais surtout pour le côté psychologique. Nous faisons du sport là-haut. Je vous ai dit que le sang et les liquides montent vers la tête, on perd de l'os, le liquide est changé différemment, et on perd du muscle. Donc, pour récupérer le muscle, on doit faire 2 heures de sport par jour. On a donc ces éléments de sport. Le tapis roulant, vous le mettez avec un harnais. Vu que vous flottez dans l'espace, vous mettez le harnais sur les épaules. Si vous faites 80 kg, vous mettez 40 à gauche, 40 à droite. Si vous êtes fatigué après une soirée tilt, vous mettez 20 à gauche, 20 à droite. C'est pareil. Personne ne voit la différence, c'est juste pour vous. Vous réglez par rapport à vous. C'est assez compliqué pas de sauter, mais de courir dans l'espace. Il faut être un petit peu incliné en avant. Donc, c'est pas une situation habituelle. Donc, il faut s'habituer au bout de quelques jours pour réussir à piloter. Pour dormir, vous avez des sacs de couchage que vous mettez un peu partout. C'est pas grave. Il n'y a pas de haut, pas de bas. Donc, vous dormez comme vous voulez. Sachez simplement que lorsque vous êtes au mur et que vous dormez, si vous tournez à gauche sur les épaules, comme moi ça m'arrive souvent, eh bien, comme vous êtes en apesanteur, le système vestibulaire vous fait penser que vous faites un salto vers le haut ou vers le bas. Donc, chaque rotation gauche-droite vous fait une rotation dans le cerveau vers le haut et vers le bas. Donc, au début, ça surprend, mais après, on s'y habitue. Et maintenant, nous avons des chambres à coucher. Vous voyez, dans le nœud numéro 1, ça c'est la station spatiale. Chacun a sa chambre à coucher. C'est petit, hein, c'est 1 mètre par 1 mètre. Mais l'avantage, c'est qu'on peut fermer la porte. Et alors, dans cette chambre à coucher, on peut dormir sans s'attacher. Ça, c'est vraiment le Graal de l'astronaute. C'est dormir en flottant, sans toucher. C'est vraiment un sentiment extraordinaire. Je l'ai fait une fois et c'est vraiment très agréable. Alors, cet astronaute, il ne fait pas du sport, mais il se pèse. Je vous ai dit que lorsque vous êtes dans l'espace, le poids fait 0, puisque la gravité est équilibrée. Donc, vous êtes en gravité nulle, vous êtes en 0 gravité, mais la masse est la même. Pour mesurer la masse, on oscille sur ce petit élément bleu. Vous tenez les mains fermement et les pieds fermement sur ce petit morceau bleu qui ressemble à une petite moto. Vous le faites osciller et on apprend, quand on est en terminale ou en maths sup, qu'il y a une relation entre la fréquence d'un ressort et la masse. On se pèse comme ça. C'est pas du terraillon, c'est pas près à 100 grammes près, c'est pas vraiment précis, mais on arrive à avoir une information sur la santé de l'astronaute. Voilà, des vues que vous voyez de l'espace, c'est fait avec des focales 50 mm en plein format, donc vous voyez très très bien le sol à 400 km de hauteur, des images et des vues extrêmement belles, non seulement de la Terre, mais des étoiles et des astres. Une autre vue de Madagascar avec le soleil rasant, vous voyez l'angle du soleil est vraiment incliné, donc on a des couleurs dorées qui sont extrêmement belles. Les aurores boréales ou australes, vous en voyez régulièrement en fonction de l'activité du solaire et des activités électromagnétiques. Ce sont des grands rideaux verts comme ça qui sont verticaux et on vole à l'intérieur, donc c'est assez impressionnant et très joli. Une belle photo pas loin de chez vous, vous la reconnaissez, le Mont Saint-Michel, prise par Thomas Pesquet, donc vous voyez la qualité est quand même vraiment bien. Une photo des pyramides, vous voyez, la question, est-ce qu'on voit les pyramides? Ben oui, les pyramides on les voit au nord du Caire, on voit les pyramides facilement. On voit aussi la muraille de Chine quand il fait beau en Chine, ce qui est rare. Il y a toujours de la pollution au nord de Pékin et donc la muraille de Chine est difficile à voir. Une photo, alors c'est pas la Corse, c'est la Corée. Donc c'est une photo qui est assez récente. Vous voyez que même l'espace est parlant la nuit entre la Corée du Sud, la Corée du Nord. Donc vous pouvez choisir votre camp, hein. Calmement ici. Je vous laisse choisir ce que vous préférez. Une photo qui a gagné le prix de la plus belle photo de l'astronaute qui est resté 1 an dans l'espace. Vous savez, les 2 frères Kelly. Et cette photo, c'est la photo des Bahamas. La plupart des astronautes aiment les Bahamas, aiment de voir
à voir ces Bahamas lorsqu'on est dans l'espace. Et au bout d'un vol qui a duré 5 jours, on rentre dans l'espace, on rentre sur Terre, donc on tourne la navette à l'envers pour la mettre en marche arrière. On va allumer les moteurs orbitaux, puisque les moteurs cryogéniques ne fonctionnent plus, vu qu'on n'a plus le réservoir extérieur. On rentre dans l'atmosphère, on va freiner dans l'atmosphère. Le freinage est beaucoup plus doux que chez les Russes. Chez les Russes, on va prendre 5 G pendant la rentrée atmosphérique. Là, on prend 1 G et demi. Moi, dans mon retour avec la navette, je me demandais si on avait vraiment fini le freinage, tellement c'était doux. Et l'atterrissage, c'est comme un Airbus, c'est extrêmement doux. C'est pas du tout l'atterrissage russe, donc c'est vraiment confortable. Mais vous avez compris tout de suite qu'il y a une grosse différence entre les Russes et les Américains. Le système russe est un petit peu plus dur au décollage et surtout l'atterrissage. Le système américain est beaucoup plus doux, mais vous avez une tour d'éjection chez les Russes et vous avez aucun système de secours chez les Américains. Vous avez la Bible en USB, éventuellement, si vous avez préparé avant, mais il n'y a pas grand-chose pour vous sauver. Donc, voilà, ça vous avez vu brièvement, rapidement, en 20 minutes, ce que c'était qu'un vol russe, un vol américain. Comment s'est passé le côté historique? Vous avez vu le premier vol, le Sputnik, en 57. Ensuite, on a fait voler la chaîne Laika, puis on a fait voler ses fusées rapidement, et on a lancé Gagarine, donc le premier humain qui est parti dans l'espace, être humain, c'était Gagarine en 61. Donc c'était vraiment la grosse défaite des Américains, la grosse déception des Américains, surtout que les moteurs étaient les mêmes, puisque le concept des moteurs des fusées du monde entier sont les concepts des fusées Von Braun, des moteurs des V2 des Von Braun. Donc c'était le décollage de Gagarine. Il a fait un tour de la Terre. On voulait juste savoir si un être humain pouvait être vivant dans ces conditions spatiales. Est-ce qu'il pouvait monter? Est-ce qu'il pouvait supporter l'accélération? On s'en doutait un peu, mais est-ce qu'en apesanteur, il pouvait voir, respirer, parler, déglutir? C'est des choses qu'on ne savait absolument pas simuler au sol. Ensuite, on a été dans la station, on a été dans la Lune, on a été également dans l'ISS, on a fait des vols de plus en plus longs, et on prépare l'avenir, avec 2 chemins différents entre les Russes et les Américains. Donc oui, ces 2 pays étaient en confrontation. Je vous montre un petit peu ces historiques de confrontation. Les Russes avaient une fusée, une capsule classique. Je vous ai dit, le système qu'on a aujourd'hui et qu'on avait en 61, pratiquement le même. On a évolué tout doucement les fusées et les capsules chez les Russes. Ils ont eu 7 stations Salyut, donc des petites stations vraiment minimales, puis la station Mir qui était uniquement russe. Et ils ont essayé d'avoir une mission sur la Lune avec la fusée N1. La fusée N1, c'était un assemblage de fusées Soyouz. Ils avaient mis 4 fusées comme ça, latéralement. Et au décollage, le premier étage vibrait tellement qu'il cassait les tuyaux du 2e étage. Et donc, il y a eu 5 échecs au décollage. Et les Russes ont arrêté à ce moment-là. Et c'était au même moment où les Américains se posaient en 69 sur la Lune. Donc, c'était un arrêt pour les Russes qui ont perdu cette conquête vers la Lune. Les Américains ont fait différemment. Ils ont fait Mercury pour 1 personne, Gemini pour 2 personnes, Apollo pour 3 personnes pour aller sur la Lune ou sur leur station Skylab. Ils ont été sur la Lune. Ils ont fait la navette spatiale. Et aujourd'hui, on doit le dire, ils n'ont rien. Aujourd'hui, les Américains sont en construction de systèmes. Ils dépendent uniquement des Russes pour rejoindre leur station spatiale. Et dans ce combat entre les Russes et les Américains, il y a eu un événement important qui est une mission Apollo-Soyouz en 1975. Le vaisseau Apollo que vous voyez ici à gauche décolle de Cap Canaveral, va dans l'espace. L'autre vaisseau Soyouz que vous voyez sur la droite va dans l'espace également en décollant de Baïkonour. Ils se rejoignent dans l'espace à 28 000 km à l'heure. Ils s'emboîtent vraiment bien. Ils ouvrent la porte. Les astronautes et les cosmonautes vont se voir, se serrent la main, s'embrassent, échangent un petit peu les cadeaux et du liquide technique, parce que c'est important pour avoir des bons liens d'amitié. Et depuis ce jour, ces équipages ont permis de construire ce lien que nous avons entre Russes et Américains, qui est un lien très important au niveau spatial. Et dans cette mission que nous avons faite en 1975 entre Russes et Américains, c'était la rencontre entre 2 hommes, en 1972, un Russe et un Américain, qui, le Russe ne parlait pas l'anglais, l'Américain ne parlait pas le russe, mais au regard, ils se sont dit, essayons de faire un monde meilleur, mais surtout, ils l'ont dit sur le ton de la plaisanterie, chiche que tu ne fais pas une mission, que tu ne montes pas une mission dans ton gouvernement, une mission commune entre Russes et Américains. À l'époque, les astronautes et les cosmonautes étaient membres de droit du gouvernement, et ils ont fait cette mission
entre Russes et Américains en 1975. Les deux personnes sont sur la photo. Est-ce que vous les reconnaissez? Tom Stafford, c'est les deux qui sont en haut. Tom Stafford à gauche, qui est l'Américain, et Alexei Leonov, qui est le Russe. C'était deux combattants, deux pilotes de chasse qui avaient des missions extrêmement importantes. Et ils ont maintenu ces liens d'amitié. Aujourd'hui encore, donc après 1975, aujourd'hui encore, ils restent amis, même qu'ils sont extrêmement vieux. Ils ont maintenu ce lien d'amitié. On est passé donc de la confrontation à la coopération. La confrontation a donné de la vitesse au projet sans réel contenu scientifique. Quand Kennedy annonce on va sur la Lune, on y est allé en 8 ans. Aujourd'hui, on est incapable de faire une mission aussi complexe en 8 ans. Mais il n'y a pas un réel contenu scientifique. Moi, j'ai un copain qui a été 2 fois sur la Lune. Deuxième vol, il amène la voiture électrique sur la Lune. Pas la Tesla, mais une autre voiture électrique avec des grosses roues spéciales, mais qui fonctionnait à l'électricité. Et il avait comme but de faire du LEM vers 20 km et ensuite de revenir vers le LEM. Donc il prend sa voiture, il conduit, il augmente la vitesse progressivement, il revient vers le LEM, il a fait ses 40 km, tout était impeccable. Houston, la voiture marche très très bien, aucun problème. Il me reste 1 heure d'autonomie, qu'est-ce que je fais? John, je ne sais pas ce qu'on peut faire, on n'a pas de problème pour toi, on n'a pas de problème, on n'a pas de mission de remplacement, débrouille-toi. Il a fait 1 heure de dérapage contrôlé sur la Lune. C'est vrai, ce que je vous dis, c'est véridique. C'est pour vous dire qu'il n'y avait pas vraiment de science. On faisait des vols juste pour que les Américains battent les Russes et vice-versa. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus lentement. On est en coopération avec les 5 agences spatiales. Donc, les gens volent beaucoup plus lentement qu'avant, beaucoup moins fréquemment qu'avant, mais il y a quand même un réel contenu scientifique. Et surtout, tout doucement, on cherche à avoir une coopération entre les 5 partenaires avec la Chine. Donc on commence doucement à coopérer avec les Chinois et également avec l'Inde. Et donc on a un signe de paix grâce à l'espace au niveau spatial. Et dans cette photo, vous voyez une chose assez intéressante. C'est une photo qui est prise dans la station spatiale. C'est une coupe de cheveux entre un Russe et un Américain. Et le Russe est devant, l'Américain est derrière. Ils vont changer le coup d'après, bien sûr, mais j'ai pas l'autre photo. C'est pour dire qu'on travaille quand même main dans la main pour arriver à avoir ce degré de contact entre Russes et Américains, chose qui aurait été impensable il y a une 40aine d'années. Donc, aujourd'hui, tous les astronautes et cosmonautes vont dans cette station spatiale que vous voyez ici, qui est un grand ensemble de 100 mètres par 100 mètres. Imaginez-vous, c'est un terrain de foot qui vole dans l'espace. Vous pouvez le voir à l'œil nu au-dessus de Nantes quand il fait très très beau. C'est un point lumineux extrêmement visible, extrêmement bien visible, et dans lequel nous avons en permanence 6 personnes à bord. Quand vous voyez ce point lumineux, pensez quand même que vous avez 6 astronautes et cosmonautes qui sont là-haut. Et donc, comment ça marche pour aller là-haut? Les équipages sont régis entre les 5 agences spatiales, qui sont États-Unis, Canadiens, Japonais, Russes et Européens. Les segments principaux sont Russes et Américains. La partie du haut sur la photo, c'était les Américains. La partie du bas, c'était les Russes. Et les astronautes font des rotations tous les 2 ou 4 mois, donc on va dire 3 mois en moyenne, pour des vols qu'on appelle incréments de 6 mois. Vous partez dans la station avec un Soyouz et vous restez 6 mois dans la station spatiale. On applique un CQRM, c'est une matrice de responsabilité que vous avez avant l'entraînement. C'est-à-dire, vous pensez l'entraînement, vous faites l'entraînement 30 mois avant le décollage, 30 mois avant, vous connaissez votre matrice de responsabilité. Et j'en ai montré un exemple ici. Vous avez en horizontal les noms des astronautes, en vertical les tâches. Tout le monde connaît sa tâche avant l'entraînement. On s'entraîne pour une mission spécifique. Le commandant de bord du Soyouz, c'est lui qui va faire par exemple le rendez-vous arrimage de façon automatique et de façon manuelle en cas de problème. Et lorsque vous êtes dans l'espace, le matin vous vous réveillez, vous avez cette belle feuille poétique et romantique qui s'appelle OSTPV, et vous avez les 3 premiers cosmonautes et astronautes ici, et les autres ici. Pourquoi? Vous avez un Soyouz ici, un Soyouz ici. Ouais, donc un équipage là, un équipage là. Le temps défile de la gauche vers la droite. Vous voyez bien que vous avez, le matin, vous vous réveillez, vous avez 1h30 pour vous laver, brosser les dents, vous coiffer, vous habiller, prendre le petit déjeuner. Et après, vous avez le morning d'IPCCR, c'est la conférence du matin. Comment ça se passe? Vous êtes toutes les 6 alignés. Houston, l'équipage est prêt. On a bien reçu le cyclogramme hier. Tout est clair pour nous. Est-ce qu'il y a des changements par rapport au cyclogramme d'hier soir? Oui ou non? On vous donne ça en 2 minutes et vous le notez sur un papier. Comme ça, vous savez ce que vous avez à faire exactement. Pareil avec Moscou, pareil avec Munich pour les Européens,
Pareil pour les Canadiens et pour les Japonais. Et ensuite, vous avez vu que chacun va travailler dans son coin. On ne travaille pas vraiment ensemble. Vous pouvez faire des actions seul ou à deux. Et vous avez toute la journée qui va se dérouler comme ça en heure GMT, puisqu'il faut une heure commune entre Russes et Américains. Et donc, l'entraînement pour les astronautes se fait dans les 5 centres que vous avez en haut à gauche. Donc, Houston, Moscou, Tsukuba, Montréal et Cologne. Et lorsque vous êtes astronaute, eh bien, vous avez un parcours du combattant qui va commencer par le rond que vous avez ici, la sélection des astronautes qui va durer 1 an. 1 an pour sélectionner nos astronautes chez les Américains ou chez les Russes ou chez les Européens. À l'issue de quoi, les astronautes qui sont sélectionnés vont faire un entraînement de base qui va durer 18 mois. Si vous êtes Européen, c'est à Cologne, au centre des Européens à Cologne. Si vous êtes Américain, c'est à la NASA, à Houston, et sinon, c'est dans les autres centres d'entraînement. Et une fois que vous êtes fini, que vous avez fini cet entraînement de 18 mois, vous avez 1 an environ pour faire la visite des différents centres pour vous accoutumer avec les différents éléments. Par exemple, si vous êtes Européen, vous allez passer 1 mois à Houston pour connaître le scaphandre américain. Vous allez passer 1 mois à Moscou pour connaître le Soyouz russe. Ce sont les éléments que vous allez utiliser dans l'espace. Et après, le petit point bleu que vous avez ici, c'est le moment où vous êtes tous les 3 membres du Soyouz pour partir en mission. Et là, avant la mission, vous avez l'entraînement qui va durer 30 mois. Comment ça se passe? Eh bien, tous les 3, vous partez à Houston, vous restez 1 mois. Au bout d'1 mois, vous faites les valises, vous partez à Moscou et vous restez 1 mois pour étudier, passer au simulateur, passer les examens. Puis, vous revenez sur le Canada, passez 15 jours, l'Europe 15 jours, Tsukuba 15 jours, et vous recommencez comme ça pendant 30 mois. Donc, pour vous dire que c'est extrêmement difficile comme vie, c'est difficile au niveau familial, fatigue, c'est vraiment compliqué et il faut être extrêmement motivé pour tenir ce rythme pendant 30 mois. Surtout que 6 mois avant le décollage, cette noria va s'accélérer parce que chaque centre va vous donner la dernière phrase, la dernière consigne sur l'utilisation de son matériel. Ensuite, vous partez en vol, c'est ce que vous avez le rond bleu ici, c'est la mission. Et vous faites la mission qui va durer 6 mois. Et après cette mission, vous revenez au sol, dans le point bleu que vous voyez ici, pour attendre une mission. Vous ne recommencez pas tout après chaque vol. Ça, c'est quand même fastidieux. Donc, c'est ce que nous faisons. Et on peut faire, quand on est européen, 2 missions de 6 mois. Et lorsqu'on est américain ou russe, on peut en faire 4. C'est grosso modo ce que nous faisons aujourd'hui. Pour recruter les astronautes, je vais vous parler de 2 choses importantes, qui est premièrement la sélection et les qualités nécessaires qui sont le CHAM. C'est un acronyme de 4 lettres que je vais expliquer après. Et on va faire de la dynamique d'équipe pour que l'équipe soit vraiment soudée avec la création, la friction, la cohésion, la synergie. La chose la plus importante lorsque vous créez une équipe, c'est vraiment les frictions, les conflits et les stress. Donc nous, on va mettre les gens dans des situations analogue à celle de l'espace, et on va injecter de l'extérieur avec des instructeurs particuliers et des psychologues et des médecins des conditions qui vont augmenter le stress de façon graduelle. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment costaud, vous allez avoir une grosse dose de stress qu'on va vous rajouter. Si vous êtes faible, on va vous mettre du stress progressivement. Ce qui fait que chaque personne va augmenter sa capacité à résister au stress, seul et en équipage. Et donc, le CHAM, c'est les 4 lettres que j'ai dit, c'est la congruence, c'est l'alignement. Je pense, je dis, je fais. Je devrais dire aussi que c'est de l'alignement bienveillant. Par exemple, Hitler avait une congruence, mais c'est pas ça, c'est la mauvaise congruence. Nous, c'est la congruence bienveillante. L'humilité, c'est accepter ses erreurs. Quand vous êtes au simulateur, vous avez déjà fait 4 vols, vous êtes vraiment expérimenté, on vous dit non, là, tu as fait une erreur, eh bien, il faut le reconnaître, et pour ça, il faut avoir l'humilité. Si vous n'avez pas l'humilité, vous n'acceptez pas les erreurs, et si vous n'acceptez pas les erreurs, vous ne pouvez pas corriger votre façon de faire. L'assertivité, c'est le respect mutuel, je te respecte, tu me respectes, c'est-à-dire que vous n'êtes ni agressif ni passif. Les personnes trop agressives dans l'espace ne sont pas bonnes, les personnes trop passives également ne sont pas bonnes. La motivation, parce que vous recrutez un astronaute, il va voler 9 ans plus tard ou 10 ans plus tard, il faut être sûr que vous allez investir sur le bon candidat qui va être suffisamment motivé pour tenir l'entraînement sans défaillir. Et la motivation, c'est quelque chose de vraiment extrêmement difficile à percevoir et à comprendre
Parce que je me suis rendu compte, après des années de management des astronautes, que la personne qui est motivée pour être astronaute, elle sera motivée pour faire autre chose, une autre tâche, quelle qu'elle soit. Pas simplement voler dans l'espace. Donc la motivation n'est pas liée à une tâche, mais c'est un état d'esprit. Donc, ce sont les qualités que j'ai prises pour l'organisation de mes astronautes lorsque j'ai fait mon travail de chef de centre des astronautes en 2003 pour monter cette sélection qu'on a fait en 2008, dans laquelle se trouvait Thomas Pesquet. Et donc, dans la sélection, j'avais au total 20 000 candidats qui venaient de tous les pays européens. J'aurais demandé de se présenter avec un certificat médical du type pilote d'avion privé. C'est descendu à 8 400. Et après examen sur dossier, les dossiers étaient donnés par ordinateur, donc chacun dans son pays pouvait remplir le dossier en anglais. Et après, on avait un logiciel suédois qui permettait de vérifier les véracités des diplômes. Et vous allez être extrêmement surpris, beaucoup de diplômes étaient faux. Je ne vous dirai pas quel pays, mais on a dû en éliminer. Alors, à la case congruence, là, c'était quand même la Croix-Rouge. Évaluation des dossiers. J'avais demandé en plus à chaque candidat de remplir 3 textes vraiment précis sur pourquoi il voulait être astronaute, ce qu'il pensait de l'homme dans l'espace et le devenir de l'être humain dans le futur. Donc des textes en 15 lignes. J'ai demandé à des gens des textes en 15 lignes. Certains en faisaient 150 lignes, même des docteurs en sciences. Donc oui, la case, comment dirais-je, discipline, dans ces cas-là où respect du cadre n'était pas respecté et c'était pas très bon non plus. Ensuite, sur les 920 restants, on a fait les tests cognitifs. Ça groupe les tests de quotient intellectuel et de réactivité, c'est-à-dire comment vous arrivez à bouger vos bras, vos réflexes, vos jambes face à des signaux qui vont aller de plus en plus vite. Et tous ces tests sont des tests sous stress, c'est-à-dire que le gars le plus intelligent qui soit ne peut pas réussir à faire plus de 50% du test. Quand vous sortez de ce test, de cette journée ou ces 2 journées de test, vous êtes déçu parce que vous pensez avoir loupé votre test, mais tout le monde est à la même enseigne. Ensuite, on est passé sur les tests psychologiques, sur les 190 restants. Tests psychologiques. Le matin, vous êtes seul face à 5 psychologues de pays différents. Donc, vous expliquez ce que vous avez fait avant d'être astronaute. Et ils vont vous sonder, ils vont tester ce que vous avez dans le ventre. Et les psychologues sont extrêmement forts. Ils trouvent le moindre petit défaut. Moi, ils m'ont trouvé des défauts que j'avais et j'ai reconnu par la suite que j'avais un peu ces petits défauts. Mais quand c'est marginal, on vous prend quand même. Et ensuite, l'après-midi, on fait un test où on prend les astronautes par groupe. Comment ils se comportent en groupe pour vérifier la case assertivité. Donc, on les met à 5 ensemble, 5 astronautes face à 5 psychologues, et on leur dit, écoutez, il va falloir sauver des gens qui sont perdus en Afrique, organiser le transport et le secours pour sauver des gens qui sont perdus là-bas. Et là, vous voyez tout de suite quels sont les responsables, les dominants, les gens qui sont en retrait. Et dans cet exercice, j'ai eu une fois un gars qui était extrêmement fort. Il savait exactement quel avion il fallait amener, la pression des pneus de l'avion, le rayon d'action de l'avion, où est-ce qu'on pouvait alimenter l'avion pour faire le plein, le diamètre des bus et des camions qui pouvaient les rentrer dans l'avion, les hélicoptères qu'il fallait prévoir avant. Le gars était tellement fort que lui, il arrivait à faire les réponses et les questions, mais le reste se démotivait. Donc quand vous avez un gars qui est extrêmement fort, trop fort, eh bien le reste des équipages, même s'ils sont bons, est démotivé. Et pour nous, dans l'espace, c'est pas bon. On veut pas un gars qui travaille et 4 autres qui se reposent. On veut que l'ensemble travaille de façon à peu près équivalente. Eh bien, ce gars-là, bien qu'il soit extrêmement intelligent, on n'a pas pu le prendre et on lui a expliqué pourquoi. Donc, on a fait après les tests médicaux sur les 45 derniers, parce que c'est des tests invasifs qui sont longs et extrêmement coûteux. Interview professionnelle sur les 22 restants. Et ensuite, les 10 que j'avais, les finalistes, étaient 10 excellents. Tous auraient pu être astronautes. On en a pris 6 pour des raisons budgétaires. Et les 4 autres, on leur a offert un travail d'ingénieur à l'ESA, sachant qu'ils auraient pu, après, par la suite, redevenir astronautes. Et donc, vous voyez là, les cosmonautes que j'ai recrutés qui sont ici, Danois, Allemands, Italie, Français, Italie et Angleterre. Je répète ici, donc Danemark, Allemagne, Italie, France, Italie, Angleterre. Et ça, c'est les Space Cowboys qui ont été recrutés en 92 comme moi, qui ont tous volé 2 ou 3 fois et qui sont maintenant à des postes de management ou qui ont quitté l'Agence spatiale européenne. Donc, l'entraînement, pour nous, c'est un entraînement qui se fait de façon technique. Il est normal que nous soyons au simulateur
pour répéter nos actions vitales, apprendre à faire fonctionner notre vaisseau au simulateur, réagir en cas de panne, appliquer les pannes de plus en plus graves et superposer constamment, faire des priorités quand vous avez des pannes. Il est normal qu'au départ, on vous mette des pannes assez faibles, assez faciles à réaliser, à résoudre, mais au bout de quelques mois, on vous donne des pannes empilées, et chaque panne va avoir une influence sur la panne d'avant. Donc il faut revoir sa liste de priorités à l'ensemble des pannes que vous avez. Donc ça, c'est l'entraînement que nous faisons, qu'on appelle l'entraînement technique. Ensuite, on vérifie les pannes majeures, c'est-à-dire le feu. Les pannes majeures, c'est trois pannes. Le feu à bord, la dépressurisation et les gaz toxiques. Ces 3 pannes sont arrivées déjà dans l'espace et il faut savoir les résoudre de façon pratiquement immédiate, sans avoir besoin d'avoir une checklist complète. Il faut avoir le principe de fonctionnement lorsque nous avons ça. Et nous avons après un entraînement comportemental qui est basé sur le CRM, donc le Crew Resource Management. C'est un entraînement que nous avons fait au départ pour les pilotes de ligne. Quand vous avez un avion avec 2 pilotes, très souvent les accidents que nous avons eus étaient un défaut de communication entre le commandant de bord à gauche et le pilote à droite. Et quand il y avait des combats entre le copilote et le commandant de bord, ça donnait lieu à des disputes et souvent ça donnait lieu à des accidents graves, des accidents mortels. La plupart des accidents que nous avons en répertoire sont des accidents qui sont liés à des défauts de communication entre le commandant de bord et le pilote. Donc on s'est servi du CRM que font les pilotes de ligne, qui est un entraînement que nous faisons régulièrement pour les pilotes de ligne européens ou même du monde entier, pour avoir la base de l'entraînement de régulation, d'assertivité et de comportement entre les astronautes. On s'est servi de chaque entraînement que les astronautes font, basé sur l'entraînement des pilotes. L'entraînement des pilotes, par exemple, vous avez un commandant de bord qui a volé depuis 20 ans, donc il dit on va faire Paris-New York, je garde une réserve de 10 minutes de vol, c'est suffisant. Le copilote, il est juste sorti d'école, il dit moi je suis juste débutant dans cette affaire-là, je pense que ce serait mieux d'avoir 30 minutes de réserve. Donc, avec la méthode ancienne, qui était assez autocratique, le commandant de bord disait on va prendre 10 minutes, ça va sauver de l'argent et ça sera mieux pour la compagnie. Eh bien aujourd'hui, le commandant de bord qui est ancien, qui a passé les épreuves de CRM et qui a fait tout l'entraînement CRM, va dire tu veux 30 minutes, ok, justifie les 30 minutes. Donc le copilote va justifier pourquoi il veut 30 minutes. Et si la justification est bonne, le commandant de bord va dire ok, on va prendre 30 minutes parce que c'est la façon que tu veux faire le vol. Et donc, vous voyez, c'est un alignement qu'il va y avoir. Même si le commandant de bord a beaucoup d'expérience, il va se mettre au niveau de son copilote pour gagner cette confiance et cet équilibre entre le copilote et le commandant de bord. Ce sont des choses nouvelles et on s'est servi de ça parce que dans l'espace, ça fonctionne de la même façon. Et ensuite, on a fait un entraînement HBP. En plus du CHAM, donc on fait le HBP, qui est un entraînement Human Behavior and Performance, qui est un entraînement de comportement humain, qui va être fait par différents stades d'entraînement dans la nature pour avoir des conditions analogiques, des conditions qui vont ressembler un petit peu à ce que nous avons dans l'espace. Et on va augmenter le stress de façon facile parce que ça sera dans le terrain, sur la montagne ou dans des conditions un peu particulières. Et cet entraînement HBP a été mis au point par nous, Européens, en 2003 parce que les Russes avaient des problèmes avec les Américains. Donc les Américains ne voulaient pas imposer le HBP aux Russes. Les Russes ne voulaient pas imposer le HBP aux Américains. Et moi, j'étais au milieu. J'ai dit, Michel, débrouille-toi pour que ça puisse aller ensemble. Donc on a mis au point le HBP. Et depuis qu'on a fait cet entraînement HBP, eh bien, les astronautes font des vols de 6 mois sans aucun problème. Alors que si vous lisez dans la littérature russe, les vols de 6 mois ou 8 mois faits par certains équipages russes donnaient lieu à des disputes assez importantes, même des combats, pas des combats de rue, mais des combats entre astronautes qui se frappaient vraiment dans l'espace parce que quand vous restez dans un habitacle fermé pendant 6 mois, ça devient extrêmement dur, extrêmement pénible, et la moindre phrase indélicate vous fait réagir, et on a été vraiment obligé de changer cette façon de faire. Donc, les expositions analogues, c'est le NOLS, c'est un exercice américain qui est vendu par les Américains
En général, c'est pour les civils, mais on a acheté ça pour nos astronautes, donc on fait un parcours en montagne. Et ce parcours, vous faites du leader tournant, c'est-à-dire que vous partez à 5 astronautes et vous partez 15 jours dans la montagne et vous avez chaque jour à faire d'un point A à un point B. Et ce parcours est fait avec un leader qui va tourner après chaque mission, après chaque jour. Et chaque mission, c'est d'aller d'un point à un autre avec des relevés de topographie, des relevés scientifiques, des relevés de pierres, des relevés différents, des photos qui ressemblent un petit peu à ce que nous aurions à faire avec une timeline assez précise, mettre le campement le soir, défaire le campement le matin, organiser la nourriture, organiser l'eau, les déchets. Donc c'est une organisation de mission dans la nature et on fait du leader tournant. Chaque astronaute dans l'espace doit être capable d'être numéro 2, numéro 1, numéro 2, numéro 1. Moi, j'ai fait ça plusieurs fois dans ma carrière, d'être leader, puis repasser numéro 2, puis repasser numéro 1. Si vous n'avez pas l'humilité, c'est difficile de faire ce changement numéro 2, numéro 1. NIMO, c'est un exercice où nous faisons sous l'eau, donc on se met un mois en dessous, en Floride, on se met dans un sous-marin qui ne bouge pas, avec un sas de sortie extravéhiculaire, et on va sortir toutes les semaines avec des scaphandres, un petit peu ce que nous faisons dans l'espace, et avec une timeline, c'est-à-dire qu'une checklist que nous avons à faire tous les jours, qui est calquée sur la checklist que nous avons dans l'espace. Et pareil, nous avons un équipage avec le leader, le chef de système, le chef de la sécurité, comme dans l'espace. Ça, c'est pour la NASA. Les astronautes, après, on les envoie au Canada à Cold Lake. Cold Lake, c'est en hiver, au mois de février. Donc, il fait moins 40. Vous dormez dans des petites tentes extrêmement fines. Donc, il fait quand même vraiment froid. Quand il fait très froid, vous dormez 2 heures par nuit au grand maximum. Il faut faire des relevés scientifiques toute la nuit. Moins vous dormez, plus vous êtes irritable. Et on arrive à mettre les gens aux limites de leur capacité à avoir cette irritabilité. Ensuite, nous, ESA, on avait commencé à faire un NORS, c'est-à-dire un parcours en montagne, mais les Américains faisaient la même chose. Donc nous, on a fait un parcours souterrain, donc on fait de la spéléo, pareil avec les gens qui sont attachés, avec des checklists tous les jours, des leaders tournants et des campements à faire régulièrement. Et les Russes disent, écoutez, nous, on va rien faire en HBP, on a suffisamment souffert avec Staline et Lénine. Nous, on ne va rien faire. On va faire juste l'entraînement que nous faisons avec le Soyouz, qui peut se poser en hiver dans la montagne, enfin dans la neige ou bien en mer. L'entraînement est assez compliqué. Il est suivi par des médecins et des psychologues. Ça nous suffit. Donc, on a dit aux Russes, faites comme vous voulez. Alors, on a laissé les Russes. On a commencé à faire des vols dans l'espace. Et au bout de quelques années, chaque personne du secteur américain raconter leurs histoires de HBP, les Russes n'avaient rien à raconter. Les Russes ont demandé eux-mêmes, au bout de 5 ans, à participer à l'HBP. Donc aujourd'hui, tout le monde le fait, tous les 5 agences le font, et on va commencer à mettre même les Chinois dans cet entraînement HBP. Et on renforce ce comportement, on renforce cette résistance comportementale à chaque entraînement de façon graduelle. C'est-à-dire qu'au début, on prend les gens avec le CHAM, mais le HBP, c'est ce que vous allez augmenter au fur et à mesure. De même que le CRM, vous ne l'avez pas au départ, mais vous l'apprenez à chaque entraînement. Quand vous êtes pilote de ligne, vous avez 4 séances de simulation nécessaires par an, où vous augmentez le CRM à chaque fois. Et il faut savoir une chose importante, c'est que si vous prenez des candidats qui ont le CHAM plus l'entraînement HBP, ben vous prenez n'importe quel Russe, n'importe quel Américain, vous les mettez ensemble, ça va coller. C'est obligé que ça colle. Alors qu'avant, moi j'ai vu des cas avant 2003, vous mettez un Russe, un Américain dans le Soyouz, en l'espace de 5 secondes, il y avait des étincelles qui passaient entre les deux, ça ne pouvait pas aller. Et on pouvait faire ce que vous voulez, vous pouvez leur parler, leur dire qu'il faut faire un effort, ils n'y arriveront pas. Moi j'ai vu des cas, on a dû séparer les Russes et les Américains parce que c'était impossible de les faire voler ensemble. Maintenant les gens passent tous par cet entraînement HBP et avec des sélections avec le CHAM, et ça marche beaucoup mieux, c'est une réussite à chaque fois. Donc là, c'est les images qui sont faites en spéléo avec notre entraînement cave que nous avons en Europe. Et j'ai trouvé ça dans un journal il n'y a pas très longtemps, qui est lié au football. Nous, on fait bien cette alchimie d'équipe pour l'espace, et bien on s'est rendu compte pour le foot, c'est un peu pareil. C'est pas la peine de prendre des têtes comme Mbappé ou Neymar ou Cavani. Ce qu'il faut, c'est avoir des joueurs qui s'entendent bien ensemble, qui ont une alchimie d'équipe. Ben nous, ce que nous faisons, c'est l'alchimie d'équipe. Et les grands chercheurs aujourd'hui, qui sont à l'université aux États-Unis, cherchent à savoir comment faire cette alchimie d'équipe, qui ressemble beaucoup à ce que nous faisons avec le CHAM et l'HBP.
Gestion du risque et de l'échec. Donc ça, c'est la partie management. Maintenant, je vais vous parler de la partie management du risque et de l'échec, la gestion du risque et de l'échec. D'abord, est-ce que le métier est dangereux ? Donc c'est un métier risqué, vous voyez que j'ai peu la chance d'aller sur la Lune, mais enfin, vous voyez que si vous oubliez les clés, ça peut être quand même un problème. Et donc j'enchaîne non pas sur les accidents dramatiques que nous avons eus, mais sur un accident qui a été le premier, qui est décrit par ce petit dessin. D'après vous, qu'est-ce que c'est ce dessin ? Alors je vous mets la sono qui va avec. Écoutez bien. We'd like you to stir up your cryo tank. In addition, have Shaft and Trunnion for a look at the Comet Bennett if you need it. Okay, stand by. Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. We've had a main B both undervolt. Roger, main B undervolt. Okay, stand by, 13. We're looking at it. And we had a pretty large bang associated with the caution and warning there. And as I recall, main B was the one that had a amp spike on it once before. In the interim here, we're starting to go ahead and button up the tunnel again. Vous comprenez tous l'anglais ? Et le texan aussi ? Ça, c'est du texan. Donc, c'est la mission Apollo 13. Les cosmonautes décollent avec leur Apollo de Cap Canaveral. Ils partent vers la Lune. 300 000 km quand même, hein. C'est plus de 300 000 km pour aller de la Terre à la Lune. Et arrivé presque à la Lune, arrivé ici, il y a un des 3 réservoirs cryo, hydrogène-oxygène, qui explose suite à une mauvaise vérification au sol par un des ingénieurs qui n'a pas reçu la bonne consigne. Donc c'était une faute de communication au sol. Donc la mission est perdue. L'ingénieur au sol, le chef de vol, Gene Kranz, se dit « Ok, il y a un problème. Si on commence à dépasser la Lune pour faire marche arrière, si on fait marche arrière ici, on risque de dépasser la Lune, on risque de ne pas rentrer. » Donc il prend la décision instantanément de partir vers la Lune, de continuer vers la Lune, de se servir de la Lune. La Lune va faire un petit peu un aimant pour orienter la trajectoire pour revenir sur la Terre. Mais il y a quand même un manque d'énergie et ils vont travailler pendant 2 jours à 3 jours pour sauver l'équipage avec un management d'équipe assez extraordinaire et positif. Le management d'équipe, c'est donc là où il y a eu la phrase d'Apollo 13, Houston en a un problème, et c'est que Gene Kranz au sol dit « l'échec n'est pas une option. Tout est possible, sauf l'échec ». Le Gene Kranz se fait obéir sans crier. Vous avez vu la voix que vous avez entendue à la radio, c'est la voix qu'il avait, et c'est la voix qu'ont les astronautes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de panique. La mission est perdue, on est proche de la mort, enfin pour les astronautes, pas les gens qui sont au sol bien sûr, mais il n'y a jamais un sentiment de panique. Il se fait obéir sans crier. Plus c'est dangereux, plus il faut rester calme. Il s'est entraîné au simulateur à ces conditions-là, donc il n'y a pas de panique, on va y arriver. Il reste optimiste et surtout il mise sur ce qu'il a et non pas sur ce qu'il a perdu. Ce qui est perdu, c'est même pas la peine d'en parler. Par contre, qu'est-ce qui nous reste ? Avec ce qui reste, qu'est-ce que nous pouvons faire pour récupérer la mission ? Et ils ont récupéré la mission vraiment au dernier moment. Ils demandent l'avis des experts. Même l'expert du système le plus petit a son mot à dire. Et il transmet à son équipe des objectifs clairs. Et surtout, il prend une décision et il s'y tient. Il n'est pas en train de louvoyer en disant on va sauver le courant électrique, puis on va sauver l'hydraulique, puis on va sauver les ordinateurs. C'est pas la peine. On prend une direction et on s'y tient. C'est vraiment un triomphe de la communication et du management extrême. Ça aurait pu être une mission fatale. Le demi-tour n'était pas possible parce qu'on était trop proche de la Lune. Donc là, c'était vraiment une mission qui aurait été extrêmement complexe. Et en plus, c'est une qualité d'homme, de manager, assez impressionnant parce qu'il est seul dans son bureau, enfin, dans son centre de contrôle à Houston. Le chef de la NASA, au-dessus de lui, qui est un ancien astronaute, lui dit « Je crois que ça va être la pire catastrophe qu'on ait jamais connue. » Et là, il lui répond « Écoutez, avec tout le respect que je vous dois, je pense que ça va être notre heure de gloire. » C'est-à-dire qu'il a des messages positifs vers le haut, vers son chef, vers les astronautes qui sont au-dessus, vers les ingénieurs qui sont en console, vers les backrooms qui sont en dessous, qui travaillent sur les systèmes. Le Congrès dit
on va faire les messages mortuaires parce que les astronautes vont mourir, il dit stop, j'ai pas le temps pour faire ça, je ferai ça après l'atterrissage. Là, j'ai pas le temps, je m'occupe de la mission, après on verra. Donc il fait obstacle pour sauver la mission. Chaque minute est une minute qui va être consacrée à sauver la mission. Et Gene Kranz avait été impliqué dès le départ sur les missions Mercury, donc il connaissait vraiment bien le système. Donc, ce système est appliqué à la gestion de crise, ce que nous faisons dans l'entraînement des astronautes et également avec l'exemple de Gene Kranz, c'est ce que nous faisons en gestion de crise. On se recentre sur les valeurs de l'entreprise, les fondamentaux, comme à la NASA. Faire preuve de transparence, extrêmement important. C'est la congruence dont j'ai parlé tout à l'heure dans le CHAM. Il faut la congruence. Être présent sur le terrain, c'est évident pour nous parce que nous sommes ou au centre de contrôle ou dans les vaisseaux spatiaux. Être à l'écoute de son équipe. Exemple d'Apollo 13. Conserver le même niveau d'exigence. Être constant dans son exigence par la voix et par le management. Entretenir une attitude positive. Positif, positif, positif. C'est ce qu'a fait le leader dans Apollo 13. Garder le sang-froid, également l'exemple d'Apollo 13. Et anticiper la crise pour mieux s'y préparer, c'est ce que nous faisons. On est au simulateur pratiquement toutes les semaines pour pouvoir être sûr, lorsque nous avons une panne, de pouvoir répondre positivement. Et donc, là, je vous ai listé, parce qu'on arrive bientôt à la fin, les phrases clés de cette présentation qui était assez courte, où on a fait un voyage dans l'espace ensemble. La confiance est un voyage et non pas une destination. C'est-à-dire que la confiance, elle va s'acquérir jour après jour. L'échec n'est pas une option, ça c'est Apollo 13 et Gene Kranz. De la confrontation, la coopération, c'est possible si on a de la vision, une vision commune. La vision commune pour les Russes et les Américains, c'est de mettre un drapeau terre sur la Lune plutôt qu'un drapeau national sur la Lune. Il fallait de la volonté et aussi de la confiance qui est montée au fur et à mesure. Tout le monde a accès à la chance, il faut la saisir et s'en saisir. C'est ce que j'ai fait pour mon cas personnel, c'est ce que font les astronautes comme Thomas Pesquet. Atterrissage sur la Lune ou alunissage, c'est un travail collectif. Tout ce que nous faisons, c'est un astronaute dans l'espace et 3000 personnes qui sont au sol pour nous aider. L'être humain s'adapte et cette adaptation, elle est positive. Vous arrivez dans l'espace, le sang change de place, vous arrivez sur Terre, ça rechange de place, vous êtes fatigué. Mais ce phénomène d'adaptation est extrêmement positif pour vous parce qu'il correspond à une valeur qui est vraiment de la réussite. Aller dans l'espace, c'est vraiment faire des choses extraordinaires avec des gens ordinaires, des gens qui ont vraiment juste la volonté de le faire. Et rappelez-vous, le CHAM, ça peut servir dans beaucoup de choses. Et je voudrais ajouter que le CHAM fonctionne pour les astronautes, dans les sociétés, mais également en couple. Voilà. Rappelez-vous aussi Tsiolkovsky, nous sommes dans un berceau, mais on n'est pas obligé de passer toute sa vie dans un berceau.